De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom avec nous nos éditorialistes Lucien Pambou, Djemal Taleb et Nadia Lamarckli. Tout de suite, notre dossier du jour. Le cinéma congolais ne parvient pas à retrouver son attrait d'antan. Malgré l'émergence de talentueux réalisateurs et acteurs, le 7e art congolais n'attire pas les foules. Les salles de cinéma n'existent plus et rares sont les cinéastes congolais qui participent aux festivals internationaux. Mais une nouvelle génération de cinéastes y croit encore. Ils s'engagent à remettre sur pied cette discipline artistique trop longtemps négligée. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Prince Bafolo. Malgré la présence de bons réalisateurs et de brillants acteurs, le cinéma congolais peine à se faire connaître et à faire parler de lui. Véritable maillon de développement d'un pays, l'industrie cinématographique n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Contrairement au Nigeria, au Burkina Faso ou à la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays-là, le 7e art congolais est moins visible. Pourtant, le pays a connu d'éminents cinéastes et la relève est bien au rendez-vous. Des jeunes de 15 à 35 ans se sont lancés dans ce secteur. Devant la caméra ou derrière, ils tentent tant bien que mal de faire vivre le cinéma. Ces jeunes s'organisent autour du collectif Tozali qui signifie « Nous existons », une appellation qui en dit long sur le combat à mener. Le collectif compte 11 membres, tous passionnés du cinéma. Nous, on a décidé de produire 10 courts-métrages pour aller montrer dans tous les pays et partout dans le monde qu'au Congo, on peut faire et on sait faire des films. Sur les 10 courts-métrages, 9 ont été diffusés en avant-première en début d'année à l'Institut français du Congo. C'est d'ailleurs cette institution qui a financé ce projet à raison de 3 millions de francs CFA. Avec les charges, les 10 réalisateurs ont bénéficié d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA, soit 200 000 chacun. Parmi les films diffusés, Un homme, 2 femmes de Alain Kodia. Avec la ménagère ? Tu sais quoi, pour commencer, t'as intérêt à te trouver un autre job. Et les clés de la voiture, je viens les prendre demain. Les thématiques abordées dans ces films sont plutôt d'actualité. Infidélité, chômage, prix élevé de la dot ou retour de la diaspora. Un contenu d'actualité additionné à une expertise des acteurs. Seulement voilà, le cinéma congolais peine à décoller. Claudia Aïdara Yoka a créé le Club Congo en 2002 pour participer à la relance du cinéma congolais. Sa structure a vu passer la majorité des cinéastes congolais. Je pense que nous ne parlons pas d'une seule voix, parce que quand vous regardez un film nigérien, en moyenne, il vous coûte quoi? Il vous coûte en moyenne l'équivalent de 2 000 €. Excusez-moi de parler en euros, mais on a 1,3 million de francs CFA. Aujourd'hui, les réalisateurs congolais arrivent à faire des films avec 2 millions parfois, et ce sont des films qui sont bons, les sujets sont bons, bien emmenés, bien traités, et bon nombre de Congolais sont dans ce cas-là. Après cette étape-là, dites-moi ce qui reste, si ce n'est un manque de dialogue et un manque d'échange entre nous-mêmes les cinéastes avant de porter plus haut notre discours. Le cinéma congolais souffrirait donc d'un manque de dialogue entre acteurs. Les spécialistes du 7e art ne parviennent pas à se mettre ensemble et à regarder dans la même direction. Beaucoup estiment que dans un pays de moins de 4 millions d'habitants avec moins d'une centaine de cinéastes, la solidarité aurait permis de faire avancer les choses. Mais Sébastien Kamba, le premier cinéaste congolais, a une opinion plutôt sévère. L'État n'a pas compris que le cinéma fait partie intégrante des secteurs de développement. Quand nous regardons le Burkina Faso avec son festival, le FESPACO, mais c'est une affaire d'État, c'est l'État qui s'implique. Moi, je me rappelle, tous les 2 ans, quand ils ont un festival, quand le FESPACO se prépare, pendant les 2 ans qui préparent le FESPACO, tout le gouvernement est mobilisé pour que cette affaire soit une affaire nationale. C'est la raison pour laquelle ailleurs, il y a un développement conséquent. Et chez nous ici, ça piétine du côté des responsables. Autre problématique majeure, la formation des acteurs du 7e art. La majorité de cinéastes congolais a appris le métier sur le tas et s'est adapté au fil des ans. Et si certains cinéastes africains bénéficient régulièrement de subventions extérieures, ce n'est toujours pas le cas pour les cinéastes congolais. La majorité des cinéastes ont appris sur le tas. Donc je pense que c'est le principal obstacle pour avoir accès au financement des organismes internationaux. Et les jeunes ne se découragent pas, bien au contraire, ils restent optimistes quant au renouveau du cinéma congolais. À Brazzaville,
Une pépinière a vu le jour depuis septembre 2009. Son nom, Série A Cinéma. Patson en est le promoteur. Son objectif, préparer et former des acteurs pour faire des films, mais aussi pour les proposer à d'autres réalisateurs. La majorité des acteurs, c'est des jeunes gens passionnés du cinéma qui arrivent, qui veulent bien faire le cinéma, qui ne connaissent rien, mais il faut les transformer. Il faut les montrer que non, la façon de parler cinématographiquement n'est pas comme on a l'habitude de parler à la maison. L'important, c'est former des acteurs, faire le cinéma et vendre sur le marché international. Et comment conquérir la scène internationale si déjà sur le plan national, les œuvres ne sont pas connues? La bonne volonté des acteurs se heurte parfois à une autre problématique, la diffusion des films. Au Congo, les salles de cinéma n'existent plus. La plupart d'elles ont été transformées en églises. Nous déplorons énormément la disparition des salles de cinéma. Parce que vous savez, nous, en tant que créateurs, quand un artiste sort une œuvre, si l'œuvre n'est pas diffusée, d'abord sur le plan local, sur le plan national, mais cet artiste ne vit pas. Quelques initiatives voient le jour pour essayer de créer de la visibilité. Le cas du festival Tazama, dont la première édition a réuni une vingtaine de cinéastes africains, début janvier à Brazzaville. On a envie que la deuxième édition soit tout aussi efficace, si ce n'est plus, parce que maintenant on sait que c'est possible et que ça a ouvert les portes à un projet cinématographique qu'on va réaliser sur le Congo-Brazza. Le projet, c'est le Collywood. Objectif, réunir les cinéastes des deux Congos pour lancer des films et peser sur l'échiquier international. Mais ce ne sera sans doute pas tout. Mon plus grand souhait, c'est qu'on puisse avoir un fonds d'aide à la création. Le problème avec le cinéma, c'est le financement. Quand on n'a pas de financement, il n'y a pas de film. Le seul espoir reste un accompagnement des pouvoirs publics. Au regard de ce qui se fait sur le terrain, la volonté et le talent nécessaires sont bien présents. Reste que les autorités mettent la main à la pâte. Investir sur le cinéma pourrait créer de l'auto-emploi et lutter contre le chômage. S'il est bien fait, le cinéma peut porter haut l'étendard du pays aux quatre coins du monde. Un véritable secteur de développement à ne pas négliger. Alors Lucien, qu'est-ce qui s'est produit entre les années 70 et les années 80-90 pour que je vais vous raconter une petite cinéma congolais connaisse un déclin? Je vais vous raconter une petite histoire qui est la mienne. Donc comme je suis congolais de Brazzaville, Pointe-Noire, enfant, effectivement, j'allais au cinéma, dans les salles de cinéma. Mais nous regardions quoi? Des films italiens venus de l'Occident, venus effectivement de l'Inde. Bien. Et à cette époque-là, nous étions dans ce qu'on appelait, au Congo-Brazzaville, sous le plan politique, dans un régime dit du parti politique unique, système unique, du Parti congolais du travail. Il y avait quelques cinéastes qui essayaient effectivement de s'aligner, de confronter, si vous voulez, leur expérience avec ce qu'ils recevaient de l'extérieur. Monsieur Kamba appartient effectivement à cette génération-là. Mais très vite, la fermeture politique a fait que ces gens-là étaient considérés globalement ça va vous faire sourire, comme des contre-révolutionnaires. Il fallait en effet s'aligner dans une lecture, si vous voulez, de la culture qui soit une lecture dont on tirait les racines, soit de Moscou, soit de Pékin. Bien. Une culture soviétique. Donc plutôt, une culture à la soviétique. Et cette culture-là, tout le monde s'en satisfaisait puisque nous étions dans un mimétisme culturel, un mimétisme mental. Et quelques cinéastes, bien entendu, qui existaient, se débrouillaient tant bien que mal. Et puis est arrivé ce que j'appelais, ce que d'autres appellent le vent de la liberté avec la fameuse conférence de la Boule, mais bon, on ne reviendra pas sur l'histoire. Les conférences nationales qui ont commencé au Bénin ont permis d'ouvrir effectivement l'espace politique. On s'est aperçu effectivement qu'un pays ne pouvait pas simplement vivre en copiant, mais en essayant de mettre en place sa propre structure. Alors je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, les difficultés liées au montage, liées au dialogue, liées au thème des films, liées au financement. Le véritable problème, c'est que le Congo est en train de rentrer dans une deuxième phase, une sorte de révolution culturelle nouvelle, vraiment à la congolaise, qui nécessite que les réponses soient données aux différentes contraintes qui ont été évoquées. Alors, vous avez un pays comme le pays des hommes intègres,
hein, le Burkina Faso, avec le FESPACO, le Congo-Brazzaville aussi, a le FESPAM. Bon, mais le problème du FESPAM, c'est comme dit le reportage, effectivement, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de gestion. Et puis je terminerai en disant en effet que finalement, le film, le cinéma comme art pour le développement, à la limite, intéresse très peu les autorités congolaises. C'est un élément simplement de divertissement. On n'en a rien à faire, c'est un élément de divertissement et on ne voit pas très bien l'utilité. Alors, comment expliquer, comme a dit Lucien, Nadia, que le FESPAM, par exemple, le Festival congolais du cinéma, n'arrive pas à trouver les fonds nécessaires? Parce que si on regarde le Burkina Faso, le Congo reste quand même un pays beaucoup plus riche. Oui, alors pour le coup, le Congo n'est pas une exception en Afrique subsaharienne, hein, ou plus largement en Afrique. La prise en compte du 7e art comme une activité, comme une industrie, n'est pas encore rentrée réellement, il n'y a pas une prise de conscience de cette industrie-là, de ce qu'elle peut générer en termes de gains financiers, mais aussi en termes de véhicules d'idéologie, parce qu'on voit bien aussi que le cinéma n'est pas neutre. En effet, il y a une affaire politique, mais elle est aussi à l'écran, dans la manière dont on utilise l'image pour véhiculer des messages, qu'ils soient d'ordre sociétal ou qu'ils soient d'ordre politique. Là, on voit bien que pour le moment, il y a une sorte de rejet, parce qu'il est vrai que le cinéma tel qu'on le conçoit, pour le moment, est un cinéma d'importation, et que la production locale a encore du mal à créer. On est encore sur des ressorts qui sont de l'ordre de la copie. On voit très bien qu'il n'y a pas encore de création réelle dans le sens où on sort de l'existant, on crée du neuf. C'est souvent un défaut de la formation quelque part. Il y a un défaut de la formation, il y a aussi un défaut dans les financements, il y a un défaut dans la distribution. On voit très bien que toute la chaîne est défaillante pour le coup. Ça va du début du scénario, de la construction du scénario, jusqu'à la mise en place des équipes de tournage, jusqu'au matériel même qui est nécessaire, parce que c'est une industrie avec une chaîne qui est complexe et qui mérite justement d'être suivie du début à la fin. Il suffit qu'on rate un échelon pour que justement le résultat soit pas très très bon. Il y a des gens qui s'en sortent, il y a quelques exceptions, et on voit très bien que c'est ceux qui sont soutenus souvent par des fonds étrangers. Mais il n'y a pas encore de cinéma propre au pays et avec un financement qui soit à 100% local. Pour le moment, il y a très très peu de choses qui sont faites, mis à part en Afrique du Nord ou dans l'autre partie du continent, l'Afrique du Sud ou l'Afrique de l'Est, où là il y a une production locale, ou le Nigeria qui a une exception en Afrique centrale. Mais sinon, il n'y a pas encore de production réellement centrale parce qu'il n'y a pas de prise en compte du cinéma comme une industrie. Comme un secteur qui soit à forte valeur ajoutée et qui soit capable de générer des revenus. Qui soit acteur dans le développement, c'est ça? Acteur dans le développement, lorsqu'on dit acteur dans le développement, ça a l'air d'être une sorte de mot tout fait. C'est une notion valise. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire qu'acteur du développement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un secteur qui est à forte valeur ajoutée. Ça peut être justement un secteur qui peut générer beaucoup d'argent. Exactement. Et qui peut générer beaucoup d'argent aussi localement, c'est-à-dire que, par exemple, pour citer le studio qui a été créé dans le sud du Maroc, où désormais il y a de plus en plus de sociétés internationales, enfin de films, exactement, qui viennent tourner dans le sud du Maroc ou alors dans le sud de la Tunisie. On voit bien que ça a créé de l'emploi et ça a permis aussi de former des techniciens, ça a permis de créer pas très loin, par exemple, jusque-là, il y a l'école de Marrakech, une école de cinéma Marrakech. Elle a été créée, aussi, exactement. Elles ont été créées de manière consécutive à l'ouverture de ces studios et pas l'inverse. On a d'abord ouvert des studios, puis après on a formé les gens parce que justement il a fallu d'abord faire rentrer l'argent. Alors pourquoi est-ce que le cinéma Jamel est toujours le parent pauvre un petit peu de la culture en général, mais en tout cas ne serait-ce que dans le gouvernement et dans le... Ça dépend où. Le cinéma est une industrie. Le cinéma est une industrie qui peut marcher comme elle peut échouer. Le cinéma italien est mort. Les réalisateurs italiens sont bons, les acteurs italiens sont bons. La production du cinéma en Italie est morte. La production du cinéma en Allemagne est morte. La production du cinéma, y compris, mais elle est essentiellement morte. La production du cinéma en Espagne n'est pas en bonne santé non plus, en dépit de la force des producteurs espagnols. Donc c'est le cinéma en France, le cinéma en France
à titre d'exemple, vit sur des situations sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, si vous le permettez. Il y a deux manières d'analyser le problème. Il y a donc la production de cinéma et il y a les salles de cinéma. Les salles de cinéma, si vous voulez qu'elles marchent, donnez-leur un réseau de distribution convenable, donnez-leur des moyens d'avoir des films de bonne qualité, donc achetez-les, ne les piratez pas. Et puis, il faut que derrière, les gens qui viennent au cinéma aient les moyens de payer en fonction de ce que l'exploitant de salle de cinéma est capable de payer en termes donc de la salle elle-même, de son entretien et de l'obtention des films à partir des distributeurs. Donc évidemment que quand il n'y a pas un cinéma local qui alimente tout ça, la situation devient difficile, ce qui explique l'abord de beaucoup de salles de cinéma dans nos pays. Mais les réalisateurs du continent africain sont bons, ce n'est pas la question. Les acteurs sont sans doute même très bons. La question, c'est que nous ne sommes pas capables d'organiser le mode de financement du cinéma. C'est-à-dire que la mondialisation aidant, le cinéma aujourd'hui qui inonde la planète, c'est le cinéma américain. Ouais. Vous avez après deux autres productions qui vivent d'elles-mêmes, ou trois désormais avec le Nigeria. Les cinémas de Bollywood, les cinémas égyptiens, qui sont en réalité de vrais cinémas internes, avec des modes d'organisation et de financement propres. Quand vous voulez monter un film, à titre d'exemple, pardon de donner l'exemple français, c'est ce que je connais le moins mal, vous avez une chaîne qui est compliquée mais simple en même temps, mais dans laquelle le pouvoir public par la loi, exige des choses. Il a exigé que la première distribution soit financée. En général, elle tourne autour d'1 million d'euros. C'est une chaîne de télévision qui exige de prendre le premier film. Deuxièmement, vous mettez un crédit d'impôt autour de 300 millions d'euros. C'est-à-dire que l'État accepte de financer le cinéma autour de 300 millions. Troisièmement, vous faites une vente vidéo qui est autour entre 500 et 1 million d'euros. Vous avez là la base du film qui est déjà financé. Quand le film tourne autour de 4, 5, 6 millions d'euros, on n'est pas loin de 60% du financement déjà obtenu par ce mécanisme-là. Et puis après, vous avez derrière un pouvoir d'achat assez important qui est capable de payer la salle le billet du cinéma. En France, il est très élevé, 10 euros. Vous n'êtes pas capable de mettre ces mécanismes-là en place en Afrique sans l'État. C'est-à-dire que si nous voulons que la production du cinéma fonctionne, si nous voulons que les créateurs africains, les acteurs africains, demain, aient un cinéma à partir d'une base où nous allons habituer le consommateur du cinéma africain à avoir un cinéma de qualité qui marche, il va falloir qu'on mette en place des mécanismes qui ressemblent à celui-ci. Ça aura deux avantages. Le premier avantage, c'est que... Mais alors ça dépend de tous les pays, parce que par exemple, si on prend un film américain, en tout cas, je donne l'exemple de la Tunisie, celui que je connais, mais quand vous allez à la salle de cinéma, le billet est à 10 dinars et pourtant la salle est pleine. Hein. Évidemment, mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que derrière, vous y mettez forcément de l'aide publique. Si vous n'y mettez pas de l'aide publique ou que la marge ne soit pas contrôlée, vous ne pouvez pas. Le cinéma américain est différent. Les cinémas américains ne bénéficient pas du même mode de financement comme on l'a en France. C'est une industrie qui marche, mais ce n'est pas compliqué, elle est planétaire, elle est mondiale. En France, quand vous avez un film autour de 100 000 à 150 000 entrées, ça dépend de son budget au départ, en moyenne il est rentable. Aux États-Unis, pas du tout. Mais comme le marché est très grand, comme à Bollywood le marché est très grand, comme en Égypte le marché est très grand, en général vous y arrivez. Dans les pays où le marché n'est pas très grand, vous êtes obligé de l'adapter. Adapter le prix des billets, mais vous avez l'obligation d'adapter au départ le mode de financement. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas mis en place un mode de financement qui convienne à la réalité et qui protège à la fois le consommateur, mais c'est surtout le réalisateur, le producteur, les acteurs, et puis toute la chaîne d'intermittents du spectacle qui travaille dessus. C'est-à-dire que c'est une industrie qui peut avoir beaucoup d'argent, qui peut être très rentable, qui peut être génératrice d'emplois. Il faudrait que nous comprenions que les financements que nous mettons sur les restaurants sont bons, que les financements que nous mettons sur les transports et sur le gasoil sont bons. Nous avons tout intérêt à les mettre autant sur le cinéma, qui lui crée de l'emploi, encore une fois, crée de la richesse, et puis, donne une expression culturelle, une expression culturelle et importance culturelle qui n'est pas quantifiable. Alors, Lucien, qu'en est-il? On a pu entendre Alain Nkodia parler de ce fonds d'aide à la création quand on entend l'intervention de Djemal ici. Est-ce qu'on pourra s'attendre certainement à la mise en place d'un fonds d'aide à la création, comme on peut voir également dans d'autres pays? Oui, j'ai tendance à dire que la comparaison n'est pas forcément raison et que l'analyse des objets sociaux, économiques, politiques doivent être replacés dans leur contexte. Le contexte, effectivement, du cinéma mondial, américain, indien, égyptien, etc., est un cinéma qui a une longue histoire avec une organisation spécifique. La question fondamentale pour le cinéma congolais, c'est d'abord de savoir si le cinéma congolais est un élément de préoccupation de la classe politique congolaise. C'est déjà un élément très fondamental.
Pour l'instant, vaille que vaille, il y a, disons, des déclarations d'intention, mais dans le concret, donc on parle, mais finalement, il n'y a pas d'action. Voilà, il n'y a pas d'action. Donc, il faut d'abord, qu'il y ait une prise de conscience. Elle l'est, cette prise de conscience. Et il faut construire, effectivement, des modes de financement qui soient des modes de financement spécifiques. Mais la question fondamentale, qui rejoint celle du développement, est-ce que c'est une priorité pour le développement, ou bien est-ce que c'est pas simplement ici une espèce d'activité, certains diront de luxe, alors qu'il y a des problèmes centraux, comme ceux de la santé, comme ceux de l'accès à l'eau, comme ceux effectivement de l'éducation. Si on part du principe que le cinéma, effectivement, est un élément de préoccupation, que c'est un élément culturel important qui peut apporter une valeur ajoutée, j'ai bien peur que ce soit simplement de façon très théorique. Pourquoi ? Parce que, comme la musique, comme la mode, en Afrique pour l'instant, ce sont des modes de divertissement. Un point, un trait. Aujourd'hui, avec l'invasion de nos espaces politico-culturels, des cinémas ou des téléfilms qui nous viennent d'ailleurs, j'ai bien peur que, effectivement, le cinéma congolais, africain, ait du mal. Alors, Bollywood existe, bien entendu. Il n'a pas la capacité à concurrencer, Il n'a pas la capacité à concurrencer, premièrement. Et deuxièmement, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience vraiment réelle. Pour l'instant, au Congo, les priorités sont autres. Fin de ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. Au Togo, le collectif Sauvons le Togo a organisé ce mercredi un meeting pour évoquer publiquement le rejet par les parlementaires du projet de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Dans une déclaration, les membres du CSC ont dénoncé, je cite, une véritable supercherie qui cache mal la réticence du gouvernement à honorer les engagements politiques souscrits devant le peuple togolais et la communauté internationale. L'éventuelle mise en place d'un Sénat suscite des tensions dans le paysage politique burkinabé. C'est depuis la Côte d'Ivoire, pays qui compte 5 millions de ressortissants burkinabés, que les membres du mouvement du peuple pour le progrès mobilisent leurs compatriotes afin de se dresser en opposition face aux velléités présumées du chef de l'État Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa News. On va suivre le dossier de l'économie, direction l'Afrique du Nord. Restez avec nous.